Bonjour à tous les élèves qui préparent leur bac. Donc voilà, si je continue les cours sur la partie électricité. Donc la dernière fois, j'ai fait le premier cours sur le circuit RC où j'ai fait une introduction générale, où j'ai défini qu'est-ce que c'est qu'une source de tension, qu'est-ce que c'est qu'une source de courant, quelle est la tension aux bornes des dipôles essentiels, c'est-à-dire condensateur, bobine, résistance en convention générateur, en convention récepteur, comment résoudre l'équation différentielle d'une façon générale et comment visualiser une tension par l'oscilloscope. Vraiment des notions très importantes d'une façon générale pour l'électricité. Dans ce deuxième cours, je vais parler essentiellement de la charge du condensateur. Bien, donc pour la charge du condensateur, voilà le circuit de base. Donc c'est un générateur de tension en série avec une résistance. Ensuite, vous avez un condensateur et un ampèremètre en série. Donc l'ampèremètre permet de mesurer le courant. Pour mesurer la tension, on met un voltmètre au bord du condensateur. Ensuite, vous avez deux positions de l'interrupteur. Une position 1 qui correspond à la charge du condensateur et une position 2 qui correspond à la décharge d'un condensateur. Bon, souvent, bien sûr, on va mettre ici une résistance. Donc un condensateur, c'est un composant électronique qui peut emmagasiner de l'énergie électrique lors de la charge et que peut fournir ou bien restituer cette énergie lors de la décharge sous forme électrique ou sous une autre forme d'énergie. Donc le but c'est d'étudier comment s'effectue la charge, avec quelle vitesse, comment évolue la tension au bord du condensateur, au bord de la résistance, pendant que le condensateur se charge. Bien. Quelques remarques préliminaires. Avant de mettre l'interrupteur en position 1, c'est-à-dire les conditions initiales qu'on utilise souvent dans la résolution des équations différentielles, c'est que la tension au bord du condensateur à T égale à 0, c'est 0. C'est-à-dire on démarre toujours avec un condensateur complètement déchargé. Bien sûr, là c'est un générateur de tension. La tension au bord d'un générateur, c'est une constante, E, souvent 6, 10, 12 volts. Et à T égale à 0, c'est-à-dire juste après la fermeture de l'interrupteur, le condensateur est complètement déchargé, donc cette tension égale à 0. Donc toute la tension fournie par le générateur va se retrouver au bord de la résistance. Et donc la tension au bord de la résistance à T égale à 0, c'est égal à la tension fournie par le générateur. C'est-à-dire il est maximal. Autrement dit, le courant sera maximal à T égale à 0. Bien. Le condensateur est initialement déchargé. Si on ferme l'interrupteur, le condensateur commence à se charger. Donc ça veut dire à T égale à 0, cette tension qui est égale à une constante va au fur et à mesure se partager entre la tension au bord du condensateur et la tension au bord de la résistance. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la tension au bord du condensateur va augmenter et la tension au bord de la résistance va diminuer jusqu'à ce que la tension au bord du condensateur soit exactement égale à la tension fournie par le générateur. Et dans ce cas, il n'y aura plus de courant électrique dans le circuit. Autrement dit, la tension au bord de la résistance sera nulle. Donc voilà une petite vidéo qui montre comment se fait la charge du condensateur. Si je ferme l'interrupteur, vous avez des électrons qui vont commencer à se déplacer dans le circuit. Et donc vous avez un courant électrique qui circule dans le sens inverse au déplacement des électrons. Et vous voyez bien qu'au fur et à mesure que les électrons se déplacent, une armature va se charger négativement et l'autre armature va se charger positivement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette différence de potentiel va augmenter. Donc il va s'opposer au déplacement des électrons. Donc il va augmenter jusqu'à ce que cette tension soit exactement égale à celle-là. Dans ce cas-là, il n'y a aucune raison que les électrons se déplacent dans le circuit. Et dans ce cas, on va dire tout simplement que le condensateur est complètement chargé. Autrement dit, les armatures vont atteindre leur charge maximale Qmax. Bien. Maintenant, on va passer à l'équation différentielle. Donc souvent, dans les équations différentielles,
on peut vous demander soit l'équation différentielle par la tension U de C, soit par la charge, soit par le courant, soit par U de R. Mais la méthode, c'est toujours exactement la même méthode. Vous avez quelques étapes essentielles. Première étape, représenter la tension au bord de chaque dipôle par une flèche et adopter la convention récepteur, c'est-à-dire toujours la flèche dans le sens inverse au courant. Donner l'expression de la tension au bord de chaque dipôle. Ensuite, appliquer la loi d'activité. Voilà les trois étapes. Vous appliquez correctement ces trois étapes, vous pouvez répondre à n'importe quelle question en électricité. Voilà un circuit par exemple. Je commence à mettre toujours la flèche au bord du générateur et aller de la borne positive vers la borne négative, c'est-à-dire dans la direction du courant. Et cette flèche, ça veut dire que cette tension est égale à E. Pour la résistance, on met toujours une flèche dans le sens inverse au courant. Convention récepteur. La même chose, la tension au bord du condensateur est dans le sens inverse au courant. Ensuite, vous donnez la valeur de chaque tension. Donc U de R, c'est R fois I, en convention récepteur. U de C, c'est Q sur C. Et U de G est égal à E. Donc notez bien, le courant circule dans ce sens, donc les électrons circulent dans le sens inverse. Donc comme j'ai montré dans la vidéo précédente, cette armature sera chargée négativement, cette armature sera chargée positivement. Voilà, ça, bien comprendre cette étape. Le reste, c'est uniquement des calculs. Maintenant, la loi d'activité des tensions. Qu'est-ce qu'il nous dit? Que cette tension, à n'importe quel instant, doit être égale à la tension au bord, c'est-à-dire la tension fournie par le générateur, elle est partagée par tous les dipôles du circuit. J'en ai que deux, donc il sera partagé entre le condensateur et la résistance. Quand le temps avance, cette tension qui est au départ 0 va commencer à augmenter. Donc obligatoirement, celle-là va diminuer parce que leur somme, c'est une constante. Et quand cette tension est exactement égale à E, vous voyez bien que E de R va être égal à 0. Donc le courant va s'annuler dans le circuit. On va dire que le condensateur est complètement chargé. Quelques relations à retenir par cœur. Donc la tension au bord du condensateur, c'est Q sur C. Le courant, c'est D de Q sur D de T. Avec ça, vous pouvez tout déterminer. Bien, maintenant je remplace U de R est égal à R fois I. Je veux calculer U de R en fonction de U de C. Donc U de R, c'est R fois I. Je remplace I par D de Q sur D de T. Et je remplace Q par C fois UC. Donc C, c'est une constante. Donc ça me donne RC D de UC sur D de T. Autrement dit, I, c'est C fois D de UC sur D de T. J'ai U de R en fonction de U de C. Je peux remplacer dans l'équation différentielle. Et voilà l'équation différentielle vérifiée par I de C. Maintenant, pour trouver l'équation différentielle vérifiée par Q, soit vous faites la même chose, soit à partir de celle-là, vous remplacez juste I de C par Q sur C. Je remplace Q de C par I de C par Q sur C et je vais trouver l'équation différentielle vérifiée par Q. Voilà, je remplace I de C par Q sur C, par Q sur C. Donc la dérivée de Q sur C, c'est une constante, ce sera 1 sur C fois la dérivée de Q. Donc les C vont se simplifier. Et donc je trouve que C fois E est égal à Q plus RC D de Q sur D de T. Donc voilà l'équation différentielle vérifiée par Q. Voilà l'équation différentielle vérifiée par I de C. On pose toujours cette constante RC, c'est taux, c'est ce qu'on appelle la constante de temps du circuit RC. Ça nous renseigne sur la vitesse avec laquelle le condensateur va se charger. Vous voyez bien qu'elle dépend de la résistance et de la capacité de condensateur utilisée. Plus la résistance est faible, plus le condensateur va se charger rapidement. Et plus la capacité est importante, plus il va se charger aussi rapidement. Donc si je remplace taux par RC, voilà l'équation différentielle vérifiée par I de C, et voilà l'équation différentielle vérifiée par Q de T. Qu'est-ce qu'il nous reste? L'équation différentielle vérifiée par I de R. Bon là, soit vous refaites la même chose qu'on a fait pour U de C, d'accord, c'est-à-dire loi d'activité de tension. Donc voilà, E est égal à U, ça c'est l'équation différentielle par U de C. Donc soit vous refaites le calcul ici, hein, vous remplacez U de R, vous voyez bien que la loi d'activité de tension nous dit que U de R c'est quoi? C'est E moins U de C.
Or, je connais l'expression de I de C, donc vous avez E moins I de C va être taux fois D de IC sur D de T. Donc D de UR, je dérive cette expression, vous voyez bien que D de UR sur D de T, la dérivée d'une constante c'est 0, c'est moins D de IC sur D de T. Et donc je détermine UR, c'est E moins I de C, vous faites E moins I de C, c'est taux D de IC sur D de T, est égal à UR. Donc ce qui implique UR est égal à moins taux, je remplace D de IC sur D de T par moins D de UR sur D de T. Et j'ai une équation différentielle vérifiée par I de R. Bon, vous avez plusieurs façons d'y arriver. Donc vous avez les trois équations, 4. Et bien sûr, pour trouver l'équation vérifiée par I, il suffit de remplacer I de R par R fois I. Donc voilà, vous pouvez déterminer l'équation différentielle soit par Q, soit par I de C, soit par I, soit par I de R. C'est toujours la même méthode. Bien. Toujours question aussi à prendre une fois par toutes, on vous demandera toujours de déterminer la dimension, c'est-à-dire l'unité de ce taux, qui est RC. Vous avez deux méthodes. Une méthode classique, si je remplace la dimension de RC, c'est la dimension de R fois la dimension de C. J'utilise la loi d'Ohm, U égale à RI, donc R c'est U sur I, et Q est égal à C. U de C est égal à Q sur C, donc la dimension d'une capacité, c'est la dimension de charge divisée par la dimension d'une tension. Vous simplifiez par la dimension d'une tension, et ça vous donne Q sur T, Q sur I. Or, Q, c'est I sur le temps, vous simplifiez par le courant, il vous reste le temps. D'accord? Je vais peut-être un peu rapide, je reprends. Donc, R fois C, R, c'est U sur I, d'après la loi d'Ohm, et C, c'est Q sur U. Hein, d'accord? Parce que U de C, c'est Q sur C. Vous simplifiez par U, et Q sur I, c'est un temps. Pourquoi? Parce que I, c'est une charge par unité de temps. I, c'est Q, D de Q sur D de T. Donc la dimension de I, c'est la dimension d'une charge divisée par la dimension de temps. Donc tout ça va se réduire à la dimension d'un temps. Mais vous avez une deuxième méthode, et c'est là que je préfère, la plus simple, c'est que d'après l'équation différentielle, I de C va avoir ce terme-là à la dimension de quoi? D'une tension. Donc la dimension de taux fois D de UC sur D de T, c'est à la dimension d'une tension. La dimension d'une tension, c'est la dimension d'un taux fois une tension sur un temps. Vous simplifiez par I de C. Donc taux sur T est égal à 1. Donc la dimension de taux, c'est un temps. Donc RC, c'est un temps, c'est ce qu'on appelle le temps de charge du condensateur. Maintenant, pour résoudre l'équation différentielle. Donc j'ai déjà expliqué dans la vidéo précédente, cours numéro 1, comment faire. Donc on va exactement faire la même méthode. Donc souvent, on vous donne la forme de la solution. Ce qui change dans les exercices, c'est la forme. Des fois, on vous dit A plus B exponentielle alpha de t. Des fois, A facteur de 1 moins exponentielle moins alpha de t. Des fois, A facteur de 1 moins exponentielle moins t sur alpha. Bon, la forme, ça peut changer. Mais la méthode est exactement la même. Qu'est-ce qu'on fait? On calcule la dérivée de la forme qu'on nous donne. Donc, j'écris Q A moins A exponentielle moins alpha de t. Je calcule la dérivée de Q par rapport au temps, parce que c'est elle qui apparaît dans l'équation différentielle. Donc, dérivée d'une constante, c'est 0. Dérivée de exponentielle moins alpha, c'est moins alpha fois moins A. Donc, ça vous donne A alpha exponentielle moins alpha t. Ensuite, vous remplacez Q de t par sa valeur. Vous remplacez D de Q sur D de t par sa valeur dans l'équation différentielle. Si je remplace, voilà ce que j'obtiens. D'accord? Ce terme. Ensuite, on va mettre exponentielle en facteur. Bon, voilà, EC est égal à ce terme. Je mets exponentielle en facteur. Je ramène le terme, je mets tous les termes constants. Je le réunis en un seul terme. Ensuite, exponentiellement alpha t facteur de tous les termes qui contiennent exponentiellement alpha de t. Et j'obtiens quelque chose de quoi? De la forme exponentielle moins alpha de t ou bien alpha de t fois x plus y égale à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire x égale à 0, y égale à 0. Donc ce terme égale à 0 et ce terme égale à 0. Donc je vais déduire tout de suite alpha, c'est 1 sur RC, c'est-à-dire 1 sur taux, et A est égal à E fois C. Donc voilà, je détermine Q est égal à C fois E, facteur de 1 moins exponentielle moins T sur RC. Donc je répète, la méthode elle est la même, quelle que soit la forme de la solution.
Vous remplacez juste Q d de Q sur d de t ou bien I de C et d de IC sur d de t dans l'équation différentielle. Mettre l'exponentielle en facteur. Il va être facteur d'un terme plus un deuxième terme égal à 0. Ça veut dire que les deux termes doivent être nuls. Et c'est à partir de là qu'on détermine les constantes. Bon, U de C c'est Q sur C. Donc je détermine en même temps Q et en même temps I de C. Bien sûr, si je connais juste un, je peux déterminer tous les autres. Par exemple, si je détermine Q, je peux déterminer I de C, c'est Q sur C. Je peux déterminer I de R, c'est R fois I, c'est R fois D de Q sur D de T. Vous dérivez ça. Bien sûr, la dérivée de 1, c'est 0. La dérivée de moins 1 sur taux multiplié par moins 1, c'est 1 sur taux. Et RC, c'est taux. Il va vous rester E exponentielle moins T sur taux. Et U de R, c'est R fois I. Vous multipliez ça par R. Ça, c'est U de I est égal à R fois I. Donc, I, c'est plutôt U sur R. Donc, vous divisez ça par R et vous avez I. Donc, vous voyez, il suffit d'avoir I ou bien U de R ou bien U de C ou bien Q pour déterminer tous les autres. D'accord? Ça, c'est la courbe qu'on a dans l'oscilloscope pendant la charge. Vous voyez bien, il se charge jusqu'à atteindre le maximum. Je l'ai montré dans la vidéo précédente. Vous vérifiez bien qu'à t égale à 0, I de C égale à 0. Et si t tend vers l'infini, cette valeur normalement doit être exactement égale à la tension du générateur. Donc voilà le montage pour visualiser I de C. On met la masse du côté de la borne moins du générateur. Et puis j'envoie la sortie du condensateur vers un canal de l'oscilloscope. Donc voilà les courbes qu'on obtient pour I de C, I de R, II. Donc là, si t égale à 0, vous voyez bien que exponentielle 0 c'est 1, 1 moins 1 c'est 0. Si t tend vers l'infini, exponentielle moins l'infini, vous allez le voir à la fin de programme, c'est 0. Et donc I de C égale à E. Et ça monte. Pour U de R, si t égale à 0, ça vous donne E. Exponentielle 0 c'est 1. Si t tend vers l'infini, c'est 0. Et pour I, si t égale à 0, c'est E sur R. Si t tend vers l'infini, c'est 0. Donc voilà comment varie les trois tensions. Bien sûr, celle-là, c'est la même chose. Pour la charge, c'est la même formule. Hein, pour Q, parce que vous avez juste un facteur de proportionnalité entre I de C et Q de T. Maintenant, pour déterminer la constante du temps, vous avez deux méthodes. Vous avez la première, c'est de calculer la valeur de UC lorsque T est égal à taux. Donc ça vous donne E facteur de 1 exponentielle moins taux sur taux, c'est-à-dire exponentielle moins 1. Prenez votre calculatrice, 1 moins 1 sur E, ça vous donne 0,63. Donc qu'est-ce qu'on fait? On connaît au 0, par exemple 10 volts. Ensuite, je calcule 0,63 fois 10, ça me donne 6,3. Je cherche 6,3 sur la courbe et je mets l'horizontale. Le point où il courbe le point de la charge, je calcule son abscisse et son abscisse c'est taux. Voilà la première méthode. Je connais E, je sais qu'à t est égal à taux pendant la charge, c'est 0,63 fois E. Je calcule 0,63 fois E et je cherche l'abscisse de 0,63 fois E. Son abscisse, c'est taux. Vous avez une deuxième méthode, c'est de tracer la tangente de la courbe à l'origine et l'intersection de cette tangente avec la droite Y égale à E, ce point-là. Faites l'abscisse de ce point et ça vous donne taux. Bien, maintenant, si je remplace par exemple R par 2R, vous voyez bien que la constante du temps va être multipliée par 2. Donc au lieu de taux, je vais avoir 2 fois taux. Et on va montrer que lorsque T est égal à 5 taux, le condensateur est complètement chargé. Donc si je remplace R par 2R, vous voyez bien que le temps va être 10 fois taux. Il va être multiplié par 10 au lieu de 5. Bien. Bon, pour vérifier que T est égal à 5 taux, vous revenez dans cette équation, vous remplacez T par 5 taux, voilà je l'ai fait ici. Si T est égal à 5 taux, exponentielle moins 1 cinquième, ça vous donne pratiquement E, 0,99 E, on va dire, c'est pratiquement E. Donc à T, on suppose qu'à T égale à 5 taux, voilà 5 taux, le condensateur il est complètement chargé. Bien, maintenant je vais vous expliquer pourquoi l'intersection de la tangente à l'origine coupe la droite Y égale à E en un point de coordonnées taux et E. Donc voilà la méthode pour déterminer la tangente graphiquement. On trace d'abord la tangente à la courbe U de C en fonction du temps ou bien Q en fonction du temps. Je trace l'horizontale, c'est-à-dire origine permanente, hein, d'accord.
et le point d'intersection c'est celui-là, je cherche son abscisse et son abscisse me donne taux. Et donc vous avez un régime transitoire, lorsque T est inférieur à taux, le condensateur se charge, et vous avez jusqu'à 5 taux plutôt, et à partir de 5 taux, on va dire qu'on a un régime permanent, c'est-à-dire la tension devient constante. Bien. Pourquoi ceci? Ça, c'est un peu de maths. Vous avez la tension I de C, je l'appelle Y. Vous avez ça, c'est une fonction Y en fonction du temps. Je dois calculer l'équation de la tangente à une fonction en un point X. Vous savez encore en maths que l'équation de la tangente à une courbe en un point x0, c'est f de x0, facteur de x moins x0, fois f' de x0. Ici, x, c'est le temps, x0, c'est 0. Donc, t0, c'est 0. Donc, y de t, c'est l'équation de cette tangente, c'est f de 0 plus t moins 0, f' de 0. Bien sûr, f, c'est uc. Je calcule f de 0, vous remplacez t par 0, vous voyez bien que f de 0, c'est 0. Je calcule f', d'abord u', c'est E sur taux exponentielle moins t sur taux, vous dérivez ça, et ça vous donne ceci. Si t égale à 0, ça vous donne E sur taux. Je remplace maintenant f' par sa valeur, f de 0 par sa valeur, et je trouve l'équation de cette tangente mathématique, c'est E sur taux fois t. Et vous voyez bien que si t est égal à taux, y égale à E. Donc c'est pourquoi, si t est égal à taux, y, le point d'intersection avec y égale à E, c'est le point d'abscisse taux. Donc ça, on le montre ici clairement. Si t est égal à taux, vous voyez bien que y de t, c'est E. Bien, mais ça, on ne vous demande pas de le démontrer. Vous aurez l'habitude de l'utiliser, soit, comme je disais, deux méthodes, soit vous calculez 0,63 E et vous cherchez l'intersection, soit la tangente à l'origine et vous cherchez l'intersection. Bien, voilà pour la charge du condensateur. Donc je préfère m'arrêter ici et à bientôt pour une autre vidéo où je vais parler cette fois-ci de la décharge du condensateur, de l'énergie emmagasinée par un condensateur et bien sûr d'autres remarques et d'autres astuces. Voilà, à très bientôt pour cours numéro 3 en électricité.